La promesse du livre de Benoît Fernandez-Rioux, elle est quand même hyper audacieuse. Ah oui, carrément. Un investisseur particulier peut gagner en bourse comme un trader professionnel. C'est une phrase qui fait rêver, non? On imagine tout de suite les gains, la liberté. Mais est-ce que c'est vraiment possible? C'est la grande question. Aujourd'hui, on se plonge dans son livre, Le trader privé, pour essayer de séparer un peu le mythe de la réalité du terrain. Et c'est justement tout le but de l'auteur. Il est là pour déconstruire le mythe, pas pour vendre une formule magique, bien au contraire. D'accord? Il propose une approche d'une rigueur quasi industrielle. Pour bien comprendre sa vision, on va se concentrer sur deux grands axes. D'abord, tout ce qu'il faut mettre en place avant même de penser à trader, Les fondations? les fondations, voilà, matérielles, financières, et ensuite, on abordera ce qu'il considère comme le vrai champ de bataille, le cœur de sa philosophie, la maîtrise comportementale. J'aime bien cette idée de champ de bataille. Ça annonce la couleur. On sent que ça va être un peu plus complexe que prévu. Un peu, oui. Alors allons-y, déconstruisons ça. Si on veut se lancer et aller au-delà de l'image du trader en pyjama qui gagne une fortune en un clic, par quoi on commence? C'est quoi ces fameuses fondations? Alors l'auteur, il utilise une image que je trouve très parlante, celle de la construction d'une pyramide. Ah oui, Pour un projet pareil, il faut des outils. Sauf que nous, on n'a ni le temps infini des Égyptiens, ni leur main-d'œuvre. Donc nos outils doivent être impeccables. Et le tout premier, le plus évident, c'est le capital. l'argent, le nerf de la guerre. Exactement. Et là-dessus, il pose deux règles qui sont fondamentales, non négociables. La première, c'est que la somme qu'on alloue au trading, ça doit être de l'argent dont on n'a absolument pas besoin pour vivre. D'accord. C'est de l'argent qu'on doit être mentalement prêt à perdre en totalité. Du coup, il faut proscrire les emprunts, surtout au début. Jamais, au grand jamais, le trading ne doit mettre en danger l'équilibre financier de la famille. C'est du bon sens, mais c'est hyper important de le rappeler. Et la deuxième règle? La deuxième, elle est plus directe. L'auteur dit que cette somme, elle doit être la plus importante possible par rapport à nos objectifs. Et il résume ça par une phrase volontairement brutale, presque provocatrice. Je suis curieux. Si vous souhaitez faire du trading, ne soyez pas pauvre. Attendez quoi? C'est incroyablement dur comme phrase. Il est en train de dire que c'est un jeu réservé aux riches, que les autres ont aucune chance. C'est hyper élitiste, non? C'est une excellente question et c'est exactement la réaction qu'il veut provoquer. Ah, Son point, il n'est pas social. Il est purement mathématique et psychologique. Il explique qu'un tout petit capital, ça force à prendre des risques, démesurés, juste pour que les gains potentiels valent le coup. je vois. Essayer de faire de 500 €, 5000 € en un mois, ça demande un effet de levier tellement énorme que c'est la recette pour tout perdre. Alors qu'un capital plus conséquent, ça permet de viser des pourcentages de gains plus réalistes, plus faibles, tout en générant une somme qui reste intéressante. D'accord, je vois mieux l'idée. C'est pas soyez riche, c'est ayez assez de capital pour pas être tenté de faire n'importe quoi. C'est exactement ça, c'est plus subtil. Ok, donc le capital c'est fait. Maintenant, il y a cette image d'Épinal du trader qui bosse 1 heure par jour depuis la plage. J'imagine que le livre démolit ce cliché. Il le pulvérise complètement. Les deux autres piliers, c'est le temps et le travail. Pour le temps, il faut oublier l'idée du passe-temps. L'auteur a une formule géniale pour ça. Il dit qu'il faut être prêt à troquer avec le marché beaucoup de votre temps contre un peu de son argent. Ah, j'aime beaucoup. Beaucoup de temps contre un peu d'argent. Voilà. Et le travail, c'est pas juste cliquer sur acheter ou vendre. Il y a toute l'étude avant, l'analyse, la lecture des news et surtout le débriefing après de chaque opération, gagnante ou perdante. Cette idée de troquer beaucoup de temps, elle est forte. Ça sous-entend que le temps seul, ça suffit pas. Il faut qu'il soit productif. Ça me fait penser à la différence entre être occupé et être efficace. Quel genre de travail concrètement il attendait? C'est le point suivant, la charge de travail intellectuelle. Et là, il ne mâche pas ses mots. Il le dit clairement, la paresse intellectuelle mène droit dans le mur. D'accord. Le trading est une activité cérébrale intense. Il faut être prêt à ce qu'il appelle industrialiser son trading. Industrialisé, ça sonne un peu froid, non? Ça veut dire mettre en place des process, des routines, des checklists. Le but, c'est de viser la qualité, la maîtrise et surtout la répétition. Comme un artisan d'art qui répète son geste parfait encore et encore. Ok. Donc on a un capital suffisant, du temps et une éthique de travail de sportif de haut niveau. On est loin du cliché. Très loin.
Et pour le matériel, le chapitre s'appelle « De la craie au cré », en référence au supercalculateur. On a vraiment besoin de quoi pour se construire ce poste de pilotage? Alors, il détaille un véritable arsenal, mais qui, selon lui, est un strict minimum. Pour l'ordinateur, pas besoin d'un truc de la NASA. Ah, ça me rassure. Un PC standard, récent, performant, ça suffit. Par contre, là où il ne faut pas lésiner, c'est sur les écrans. Ah, Le pluriel est la norme. 2, 3, voire 4 écrans, c'est fortement recommandé. Pour voir en même temps différents actifs, différentes échelles de temps, les news. C'est une question d'efficacité. et toute cette infrastructure de secours dont il parle, un onduleur, une deuxième connexion, même un vieux téléphone, ça paraît un peu extrême pour un particulier, non? Il décrit pas le poste d'un pro en salle de marché, là. Ça peut paraître excessif, c'est vrai. Mais ce qui est fascinant, c'est pas tant la liste, c'est la mentalité que ça révèle. C'est-à-dire, En gros, il nous dit, le marché est imprévisible, mais votre environnement de travail, lui, il ne doit jamais l'être. L'onduleur, l'UPS, ça protège d'une micro-coupure de courant au pire moment. Le PC portable de secours, c'est pour couper une position en urgence si l'ordi principal plante. d'accord, je vois. Chaque élément de la liste vise à éliminer une variable qu'on peut contrôler pour se concentrer à 100% sur la seule chose qu'on ne maîtrise pas, le marché lui-même. C'est ça, la démarche de pro. Et la connexion Internet, c'est le cordon ombilical avec le marché. J'imagine qu'il est tout aussi intransigeant là-dessus. Absolument. Prérequis numéro 7, connexion principale à haut débit, la fibre si possible. Le réseau interne doit être nickel. Il recommande le bon vieux câble RJ45, plus stable que le Wi-Fi. Et puis, il y a les plans B et C. Ok, alors le plan B, C'est une connexion de secours, 4G, 5G. Si la box tombe en panne, on bascule dessus. et le plan C, j'imagine que c'est le fameux vieux téléphone, hein. C'est ça, c'est le scénario catastrophe, hein. Panne de courant générale et panne du réseau Internet. Là, la seule chose qui peut encore marcher, c'est la ligne téléphonique filaire classique et un vieux téléphone à touche qui n'a pas besoin de prise électrique. Ça marchera toujours. Incroyable. C'est l'ultime recours pour appeler son courtier et lui dire « coupez tout ». C'est de la gestion de risque poussée à l'extrême. On a donc bâti une, une véritable forteresse technologique. Mais une forteresse sans porte, ça sert à rien. Comment on accède concrètement au marché? Et qui sont ces fameux courtiers? Alors, l'accès est plus simple qu'on croit. Le particulier peut trader sur des marchés gigantesques. Le Forex, le marché des devises, c'est 4000 milliards de dollars de volume par jour. C'est vertigineux. On peut aussi trader l'or, le pétrole, les indices comme le CAC 40. Et pour ça, il faut le partenaire indispensable, le courtier. Mais le conseil le plus important qu'il donne, il est ailleurs. Ah oui, Lequel? il insiste sur le fait d'avoir au minimum 2 courtiers différents. Du G. Mais pour un particulier, c'est déjà compliqué d'en gérer un. C'est pas une complication inutile. Le risque qu'un courtier majeur tombe en panne au moment précis où on en a besoin, il est réel. Le risque, il n'est pas forcément dans la faillite du courtier. Il peut être plus insidieux. C'est-à-dire, Imaginez une grosse annonce économique. Des milliers de clients se connectent en même temps. Le site de votre courtier principal rame, voire il devient inaccessible. Ses lignées de téléphone sont saturées. Si vous avez une position ouverte qui part dans le mauvais sens, vous êtes piégé. ah oui, je vois le cauchemar. Avoir un second courtier, c'est une assurance. Ça permet de prendre une position inverse sur ce deuxième compte pour neutraliser le risque. C'est toujours la même philosophie. Anticiper le pire pour ne jamais être pris au dépourvu. D'accord. Donc, on a notre forteresse technologique, notre capital, notre discipline de travail et nos deux portes de sortie vers le marché. On pourrait se dire que le plus dur est fait. Mais si je comprends bien l'esprit du livre, c'est là que les vrais problèmes commencent. C'est exactement ça. Tout ce qu'on vient de décrire, ce sont les fondations. Finalement, c'est la partie facile. La partie facile. Oui, parce qu'elle est purement technique. Le plus gros chapitre du livre est consacré aux 3 piliers du trading system. Le comportement, la méthode et la gestion du risque. Et l'auteur est formel, le comportement est le plus important des 3 et c'est le plus négligé. C'est ce qui sépare les 90% de perdants des 10% de gagnants. Et pour illustrer ça, il raconte une histoire, celle d'un certain Selman. Ah! Une histoire qui commence comme un conte de fées. Racontez-nous ça. J'ai le pressentiment que le conte de fées va mal se terminer. C'est vraiment l'archétype du rêve du débutant. Selman, il suit la recommandation d'un gourou des marchés et il décide de tout miser. Tout.
Pas seulement ses économies. Il hypothèque sa maison, il emprunte à ses amis, sa famille, il réunit une somme colossale et il prend une position avec un effet de levier maximum. Et là, le marché part direct dans son sens. En quelques heures, il gagne l'équivalent de plusieurs années de son salaire. Waouh, on peut ressentir l'adrénaline d'ici. L'euphorie doit être totale. Ah, total. Il est sur un nuage. Il se voit déjà démissionner, acheter une villa sur une île, ne plus jamais travailler de sa vie. Il a le sentiment d'avoir percé le secret, d'être un génie. Il a fait le coup du siècle. Mais le chapitre qui suit cette histoire s'appelle « La réalité ». Et la réalité frappe fort, j'imagine. Elle est d'une brutalité inouïe. À l'ouverture de Wall Street, la tendance se retourne violemment. Sans prévenir, en 1 heure et demie, la totalité de ses gains s'évapore. Oh non. Puis, son capital de départ est anéanti et à cause du levier, il se retrouve avec des pertes abyssales, bien plus grandes que tout l'argent qu'il avait misé. Il reçoit un appel de son courtier, l'appel de marge, il doit de l'argent qu'il n'a pas, il est ruiné, endetté à vie, tout son monde s'effondre en 90 minutes. L'histoire de Selman est terrifiante. On ressent vraiment son euphorie et la chute est d'une violence, ça me glace le sang. Au-delà du simple « ne faites pas ça », c'est quoi la ligne de démarcation psychologique qui sépare un Selman d'un trader qui dure? Parce qu'à un moment, il a quand même gagné énormément d'argent. Qu'est-ce qui rend ça mauvais? C'est la question centrale. Et la distinction, elle repose sur la durée et la maîtrise du risque. Le mauvais trader, c'est Selman. Il peut, par pure chance, faire un coup de maître en prenant des risques fous. Un coup de poker. Voilà, c'est un ticket de loterie. Ce n'est pas une compétence et ce n'est surtout pas reproductible. Sur le long terme, ce niveau de risque est toujours fatal. Statistiquement, toujours. Le bon trader, à l'inverse, c'est celui qui fait des gains peut-être plus modestes, mais de façon régulière, sur des centaines, des milliers d'opérations, tout en maîtrisant ses risques comme sa propre respiration. Donc le but, c'est pas de gagner le plus possible en une fois, mais de survivre pour pouvoir jouer demain. Précisément. L'auteur utilise une analogie que je trouve extrêmement puissante, Laquelle? celle du pilote de ligne. Le but d'un pilote, c'est pas de faire des loopings pour donner le grand frisson aux passagers. Son seul but, c'est de les amener du point A au point B, à chaque fois, sans crash, même si la météo est exécrable. D'accord. La régularité, la fiabilité, la répétition d'un processus maîtrisé, ce sont les seules clés de la survie et du succès à long terme. Le trading, c'est pas un sprint, c'est un marathon sans ligne d'arrivée. Ce qui ressort de cette analyse, finalement, c'est que le succès en trading pour un particulier, selon l'auteur, c'est moins une question de flair ou de secret caché qu'une question de discipline. Une discipline presque industrielle. C'est ça. Il faut les bons outils, une préparation technique sans faille, cette fameuse forteresse, et surtout, une maîtrise de soi. Un comportement qui privilégie la survie, la régularité, sur le gain spectaculaire et éphémère. Qu'on a vu, c'est la voiture bien préparée, sécurisée, avec tous les airbags. Mais la maîtrise comportementale, c'est l'art de la conduite. C'est ce qui fait la différence entre celui qui a le permis et le vrai pilote. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, peut-être la plus importante. Après avoir compris qu'il faut bâtir cette forteresse matérielle et adopter cette psychologie de pilote de ligne, quelle serait la toute première transformation concrète à faire sur soi-même, avant même de placer le moindre ordre, pour être sûr de ne pas devenir un autre Selman? Quelle est cette impulsion, cette habitude émotionnelle, l'impatience, la cupidité, la peur de rater une opportunité qu'il faudrait identifier et maîtriser en priorité?